Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH, emploi et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'art de l'attention à travers un livre passionnant écrit par Claire Lozol. Elle est coach, consultante et elle nous expliquera l'importance de l'attention, livre édité aux éditions Erol. Le cercle RH, l'impact des Jeux Olympiques sur l'organisation des entreprises. Oui, elles vont devoir s'adapter et s'organiser avec peut-être un peu plus de télétravail. On en parle avec Audrey Richard, la présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Elle est par ailleurs la DRH du groupe Canal+. Et puis nous serons avec Marc Landré, associé chez SIA Partners. Et pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi s'intéresse aux LGBT+, leur visibilité, leur intégration au sein des entreprises. On y reviendra avec Julien Ami, il est co-porte-parole de l'autre cercle à l'origine de cette étude passionnante. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, est-ce que vous vous êtes intéressé à votre capacité d'attention? J'insiste bien sur le A de attention. Un livre passionnant nous éclaire sur les enjeux, les difficultés et peut-être les outils aussi pour rester attentif. L'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction. 3 auteurs, Régis Rossi, Claire Lozol et Didier Noyer, sorti aux éditions Erol. Claire, merci d'être avec nous. Ce livre, d'abord commençons par le début. En fait, il nous impacte. Quand on lit ce livre, on se dit, mais bon sang de bonsoir, en fait, je suis totalement à côté. Je suis totalement à côté. J'ai un téléphone portable, je réponds WhatsApp, j'ai le cerveau totalement en ébullition. Et ce qui fait qu'en fait, j'arrive pas à me concentrer. C'est ça le sujet. Alors, merci d'abord Arnaud de cette invitation. Moi, je suis très très heureuse de parler du sujet avec vous. Je sais qu'il vous intéresse particulièrement. Plutôt que de se dire « je suis à côté » en lisant le livre, moi, j'invite l'ensemble des lecteurs et des personnes qui se posent des questions sur leur attention et qui se disent « oh là là, j'arrive pas à me concentrer, je ne suis pas aux commandes de ce que j'ai envie de faire, etc. » Se dire « comment je pourrais poser une première action qui va m'aider à être davantage là où j'ai envie d'être, dans mes interactions avec les autres. » Ce qu'on fait là. Par exemple, dans mon travail. J'aime mon travail, mais j'ai le sentiment à la fin de la journée que mon travail n'a pas été productif, que j'ai été sans arrêt interrompu, que finalement, je ne fais pas ce pourquoi je suis payée. Et c'est incroyable, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui témoignent de ça, que ce soit dans les coachings individuels, dans le collectif. Enfin, vous êtes un spécialiste, donc vous devez l'entendre régulièrement. C'est un sujet central. Alors, il y a quand même un sujet qui est intéressant, alors avec des illustrations que je trouve assez sympathiques dans votre livre, qui donnent un petit côté sympa, un peu fun. Là, je tombe sur mettre fin à la dispersion, kit de survie contre la distraction avec la petite mallette attention danger. Il y a quand même les enjeux du smartphone, de la dopamine, de tous ces enjeux qui découlent de notre perte d'attention. Il y a des pays, j'ai vu que l'Angleterre, par la voix du Premier ministre, allait interdire les téléphones dans les écoles. Enfin, c'est hallucinant. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Est-ce que vous êtes sur une ligne dure en disant, si vous voulez être concentré et revenir à l'essentiel, lâchez votre téléphone? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on est sur une ligne dure, mais en tout cas, on est sur une ligne engagée. Régis, Didier et moi, quand on a eu l'idée d'écrire ce bouquin, on est parti du principe et du même constat qu'autour de nous, l'attention était en train de se diluer, de disparaître. On l'a constaté donc chez nos enfants, on le constate chez les personnes avec lesquelles on travaille, etc. Si on prend les choses il y a 15 ans, quand vous animiez une formation, quand vous étiez dans une conférence, les gens vous écoutaient. Je vois très bien. Il se passe quoi maintenant? Mais ils regardent leur téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure entre nous, Arnaud? Vous allez le dire. J'ai le droit de vous osez le dire? Oui, j'ai envoyé en votre présence, alors que vous me parliez, un message. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Concrètement, ça a quelle implication et quelle incidence, je dirais, on parle beaucoup de productivité, d'engagement des collaborateurs. Ça a quelle incidence dans l'entreprise, tout ça, très concrètement? Alors, il y a des incidences qui sont multiples. La toute première, c'est celle que j'ai citée tout à l'heure, c'est le sentiment pour les personnes d'un travail qui n'est pas de qualité. Et en termes de QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, dans tout ce qu'on peut mener auprès des entreprises du CAC 40, tous les collaborateurs et les managers nous disent la même chose. On a le sentiment qu'on ne fait pas notre job. Mais on fait quoi? C'est de la faute du collaborateur ou c'est la faute de tous les outils mis à disposition du collaborateur? C'est la faute de la manière dont, globalement, chacun s'est laissé utiliser par les outils. Au départ,
quand vous disiez, est-ce que vous êtes dans une ligne dure? Non, on est d'abord dans le constat de à quoi servent ces outils. Ils sont censés faire l'inverse, nous aider à être plus efficaces, plus productifs, plus rapides, etc. C'est vrai si on les dompte, si nous-mêmes, on les utilise comme on souhaite les utiliser. Je prends un exemple hyper simple. J'imagine que sur votre smartphone, vous avez une boîte mail. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Je la regarde. Tous les combien? Dès que je peux. Voilà. C'est ce que vous dites, les gens ne quittent plus leur téléphone de leurs mains. Voilà. Est-ce que c'est vraiment la manière de vous sentir le plus efficace dans ce que vous faites et de l'être? Le nombre de cadres qui démarrent leur journée, mais de n'importe qui démarre leur journée par consulter leur mail, est-ce que c'est vraiment la manière d'être le plus efficace? Et surtout de se sentir le mieux possible? Je ne suis pas sûre. Et l'enjeu du télétravail, alors qui est un peu connexe, mais on a aussi des salariés qui, en plus de cela, se sont éloignés physiquement. Il n'y a plus de lien interpersonnel, comme on dit, qui est encore plus compliqué pour les managers, avec en plus de ça la possibilité d'être encore plus distrait par le poste de télé qu'on a pu allumer ou la radio qu'on écoute. Enfin, tous ces sujets-là sont posés. Alors, j'espère, Arnaud, faisons ce pari ensemble que les personnes qui sont en télétravail ne sont pas en train de regarder leur télé en même temps. C'est un peu dommage, parce qu'ils ne verront pas l'émission Smart Job. Alors, il faut qu'ils s'organisent pour pouvoir la regarder, cette émission. Voilà. Mais il y a quand même un enjeu fort de réarmer, pour utiliser un mot très utilisé, l'attention avant de nous quitter. Et de la muscler. Et de faire en sorte que chacun se donne des objectifs très très simples. La première chose, on disait éloigner le téléphone, y compris ne pas l'avoir sous les yeux, se donner des temps de concentration profonds et longs, suffisamment longs, être dans du pas dérangé, que ce soit sur les interactions, sur votre messagerie, vous la coupez, et puis prendre conscience de ce qui vous distrait, que ce soit vos pensées intérieures, que ce soit d'autres personnes, que ce soit des choses qui sont dans votre tête, faites des listes et vous allez vous redonner, on va dire, de la maîtrise et du bien-être par rapport à la gestion de votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Ça, c'est le titre du livre édition Erol. 3 auteurs, Régis Rossi, Claire Lezeul et Didier Noyer. C'est un livre passionnant avec des illustrations, je le redis, très sympa, qui donnent à ce livre beaucoup de plaisir de lecture. C'est très informatif et c'est très concret. Merci à vous de nous avoir rendu visite. On tourne une petite page. Tiens, on parle de formation, on l'évoquait tout à l'heure. Le CPF, tout le monde connaît le CPF, le compte professionnel de formation. Il fête ses 5 ans, victime de son succès, ce CPF. On en parle avec nos invités. Le cercle RH pour parler, devinez quoi, des Jeux Olympiques. À moins de 100 jours, c'est Jeux Olympiques à Paris, mais pas qu'à Paris d'ailleurs, dans plusieurs grandes villes de France, dont Châteauroux. On n'oublie pas la région centre, il y aura le tir à l'arc. Oui, je fais un petit clin d'œil à cette belle région centre. 2 invités pour nous parler de cet enjeu JO, bien sûr, sur les entreprises. Alors évidemment, il y a un enjeu économique, et puis sur la manière dont les entreprises vont organiser leur activité, parce que certaines vont devoir repenser le modèle, tous au télétravail, comme pendant le Covid, en quelque sorte. Audrey Richard, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous, présidente de l'ANDRH, Association nationale des DRH. Alors ça évolue chaque fois que vous venez, 60 000 membres? Presque. Encore. Je mets la barre plus haut. On a passé la barre des 6 000, donc on est 6 150. Voilà. Chaque année, on augmente. Et à nous tous, on représente un peu plus de 12 millions de salariés, 80% monde privé, 20% monde public. Donc rejoignez-nous. Rejoignez-nous. On était à 5 500 il y a un an, puisque vous étiez venu sur ce plateau. Et DRH du groupe Canal. Marc Landré, merci d'être avec nous, associé chez SIA Partners, alors, qui est une entreprise très riche qui fait des études, qui analyse sur plein de sujets et sur les JO. Juste pour l'expertise que vous portez, quel est le regard là sur cette question JO et entreprise? On a le sourire, les entreprises ont le sourire. Je ne parle pas de celles qui sont sponsors sur la flamme olympique et qui vont être affichées partout et qu'on verra partout. Je parle des entreprises en général. Les entreprises, elles vont devoir s'adapter, elles doivent anticiper la déferlante JO qui va arriver au mois de juillet et bien avant même le mois de juillet, dès maintenant. Et je pense qu'elles ne réalisent pas ce qui va arriver. Après, les JO, c'est une formidable fête, c'est un formidable engagement national, populaire, donc il faut le vivre comme tel, et il faut s'y préparer comme tel. Audrey Richard, j'ai choisi un titre un peu pour la gratter, pendant que certains s'amusent, d'autres travaillent. Parce que les JO, c'est aussi un peu ça quand même, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Il va falloir essayer de maintenir les guichets de banque, il va falloir continuer à maintenir une activité économique. J'ai vu que la NDRH sur le site avait déjà une fiche, vous pouvez la voir d'ailleurs, pratique. Comment on s'organise? Oui, alors depuis un moment, on parle de ce sujet et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marc. Les entreprises
ont déjà commencé à se préparer depuis maintenant plusieurs mois. Et évidemment, il en reste quand même un petit peu qui sont en train encore de réfléchir sur l'organisation du travail. Est-ce qu'on met en place du télétravail un peu plus ? Voilà. Donc, mais la majeure partie des structures se sont quand même préparées. Et en effet, la NDRH a essayé d'aider les RH pour se préparer. Il y a un petit air Covid, enfin excusez-moi, mais on est dans une sorte de situation très exceptionnelle. On nous dit que ça sera une bulle. Débrouillez-vous. Non, il suffit juste, et là on se rejoint tous les deux, il suffit juste d'anticiper, c'est vraiment la clé. Et la clé, c'est d'anticiper sur les jours de congé. Peut-être demander à nos salariés de prendre les congés pendant cette période-là. Adapter l'organisation du travail, particulièrement avec peut-être un peu plus de télétravail. Pour ceux qui le peuvent. Pas du full télétravail, Oui, mais débat du Covid. Et en effet, on se rappelle, on a 40% des métiers qui sont télétravaillables. Oui. Donc, toujours avoir en tête qu'il faut adapter, du coup, les horaires dans la journée, les horaires de travail, puisque, évidemment, ça sera plus compliqué de venir au travail. Donc, il suffit juste de prendre tranquillement les sujets, de les traiter avec les partenaires sociaux, avec les managers, et tout va bien. Enfin, on avance dans cette préparation. Tout va bien. Alors, je mets de côté, on parlait, dans ma tête, j'avais des entreprises privées, mais il y a quand même un préavis de grève lancé par la CGT. Qui court jusqu'au mois de septembre, la RATP. Ouais. Et la RATP, enfin, je veux dire, il y a quand même quelques risques potentiels d'aggravation de nos déplacements, hormis les lignes de métro qui sont fermées. Mais ça, on le sait. D'accord. On sait qu'il va y avoir 50% de visiteurs sur Paris en plus pendant la période de l'été par rapport à 2023. Et on sait qu'on a une offre de transport en commun qui n'a augmenté que de 15%. Donc vous avez 50% d'un côté. Par manque de conducteurs. Hein. Par manque de conducteurs, et puis par manque aussi de matériel. Et puis je veux dire, le réseau, il n'est pas extensible. Les rames de métro, les nouvelles lignes de métro qui devaient être créées au moment il en manque, elles n'ont pas été faites. Cela dit, je veux dire, comme le dit Tony Estanguet, le président du COJO, du comité d'organisation des JO, je veux dire, s'il y a 3 à 4 stations qui sont fermées de métro, c'est pas très grave, les gens vont marcher une station de plus. C'est une fête, ça reste un mot populaire. Il fera beau, a priori, on sera fin juillet. Sûr je pense qu'il devrait faire, faire beau. Mais plus globalement, oui, on sait qu'il va y avoir une saturation du réseau de transport. On le sait. Il suffit d'anticiper, il suffit de prévoir. Audrey le disait, pour ceux qui peuvent télétravailler, de télétravailler un peu plus. Non, mais ça... On parle pas c'est pas du full remove, c'est-à-dire que ceux qui travaillaient 3 jours, 2 jours, peut-être qu'ils vont travailler une 3e journée. Il faut adapter et anticiper. C'est ça la clé. Je veux pas me focaliser sur cette crise Covid, mais rappelez-vous, il y a les 40% de télétravailleurs, col blanc, qui peuvent emmener leur ordinateur où ils veulent. Puis il y a toutes les premières lignes, les grandes surfaces, les entreprises qui vont nous nourrir, qui vont nourrir les touristes. Oui. Ces personnes-là, on le sait, pour certaines, viennent de loin. Oui. Comment on fait là ? Alors justement, ce point n'est pas encore stabilisé, puisque aujourd'hui, on ne sait pas encore à quel moment on va pouvoir effectuer les livraisons, par exemple les livraisons de frais. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, donc c'est en cours. Ces réponses vont j'espère, arriver bientôt dans les entreprises. Avant le 10 juillet, après, dans les points encore à travailler, on a aussi les entreprises qui on recrute, qui recherchent des personnels autour des sujets de sécurité notamment. Colossal. Donc, il y a encore des sujets à travailler. Juste, vous êtes des experts tous les deux optimistes pour le recrutement, parce qu'on a eu le responsable justement de cette fédération des métiers de la sécurité il y a quelques mois qui nous disait on est très très loin du compte. Et je l'ai réentendu il y a quelques jours et il disait la même chose que sur Bismart. On n'y arrivera pas. On va y arriver, il reste un mois et demi. On va y arriver. Il faut les former. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Mais avant chaque événement majeur, que ce soit en France ou dans les pays étrangers, avant chaque Jeux Olympiques, à chaque fois, on dramatise, on dit on ne va pas y arriver. Et au final, on y arrive, ça se passe bien. Prenez l'exemple de la sécurité. L'exemple de la sécurité, on s'était dit, il va y avoir beaucoup d'entrisme de la part des islamistes. Et donc, il va y avoir énormément de fichiers S qui vont être... Des risques d'attentats évoqués par Bardèche. Quand vous regardez maintenant, tous les gens qui sont recrutés pour faire de la sécurité ont une formation et le profil est examiné par le ministère de l'Intérieur. Vous savez combien de fichiers S ont été recrutés sur la dizaine de milliers de personnes ? Peu, en effet. 18. Absolument. 18. Donc on avait, je dirais, maximisé un problème qui, au final, se dégonfle comme une baudruche. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des problèmes de recrutement, mais au final... On va trouver la solution, on est en train de le faire, on est en train de former des gens, on regarde quelles sont les compétences dans d'autres métiers, dans d'autres secteurs qui peuvent être transposées dans le monde de la sécurité. Il y a un grand appel d'offres lancé, je crois, par la région. Qui ne prend pas la dernière minute.
Enfin, il manque, là, au moment où on se parle, il manque encore des milliers. Et pas que dans la sécurité. Et pas que dans la sécurité, dans la restauration aussi, d'ailleurs. En revanche, ce qui peut être intéressant de souligner, c'est les sujets autour de la cybersécurité. Nous, en entreprise, on a sensibilisé tout le collectif sur les sujets de cybersécurité en se remémorant les bonnes pratiques autour de la cybersécurité. C'est-à-dire fermer l'ordinateur, pas laisser voilà, les choses un peu basiques, les mots de passe. Les choses basiques. Et voilà, donc ça a été fait, c'est en train d'être fait, ça sera de nouveau fait pour se préparer et pour que tout le monde respecte les bonnes pratiques. C'est vraiment le gros sujet. On estime, on anticipe plus de 4 milliards de cyberattaques sur les entreprises et les organisations pendant les JO de Paris 2024. C'est 10 fois plus qu'à Tokyo en 2021. Donc on a 4 milliards de cyberattaques qu'il va falloir gérer. Donc il faut là également se prémunir, prévenir, il faut se barricader un petit peu, renforcer ces systèmes de sécurité pour éviter l'entrisme. Et je vous parle d'un moment où il y a la guerre en Ukraine, il y a l'entrisme russe. On a vu ces dernières semaines qu'il y avait des campagnes de cyberattaques qui avaient été lancées depuis la Russie auprès d'entreprises ou d'organisations nationales. Ça a commencé, ça va se poursuivre, ça va se multiplier. Donc là, pour éviter d'être mis devant le fait accompli, il faut se préparer. Je vous fais sortir de votre zone de confort, mais c'est quand même dur pour une démocratie d'organiser des événements type JO. C'est formidable. Je ne sais pas, les Russes, les Chinois, ils en organisent pas. Donné l'impression si, Sochi, Jeudi vert, il y a eu quelques événements quand même organisés. Et puis pas dans le monde moderne. Pas dans le monde moderne. Enfin, Sochi, c'était 21e. C'était 2014. C'était l'hiver. Juste un mot sur les entreprises gagnantes, parce qu'on voit que la restauration, la sécurité, il y a des secteurs qui sont toujours en tension, qui l'étaient avant les JO. Il y a quand même des entreprises. On a eu Randstad sur notre plateau qui est venu nous parler de ce sujet. Ils sont partenaires. Et ils sont totalement partenaires et engagés. Est-ce qu'il y en a, je mets des guillemets, qui vont tirer leur marron du feu, là ? Oui, on attend en termes de retombées économiques entre 5 et 10 milliards. Donc, et pas uniquement dans la consommation de sandwich de la part des touristes qui ne seront pas étrangers majoritairement, mais qui seront français à 3/4. Oui, la première des retombées, c'est en termes d'emploi. Il y a déjà entre 110 000 et 180 000 emplois qui ont été créés pour organiser ces JO. C'est formidable. Rendez-vous compte, moi, c'est un chiffre qui m'a stupéfait. 150 000 métiers ont été déployés pour permettre l'organisation de ces JO. C'est des compétences, c'est des savoir-faire qui parfois avaient disparu, qu'on a remis à l'ordre du jour. Donc ça, c'est positif. Et ça concerne tous les secteurs d'activité. Vous avez sondé votre réseau de 6200 membres, si je ne m'abuse, pour savoir, eux, comment ils envisageaient, je dirais, ces retombées, parce que beaucoup se disent, les restaurateurs, c'est basique, mais beaucoup se disent, on va avoir des retombées, peut-être des clients, peut-être une image. Alors, côté NDRH, on n'a pas sondé sur ce sujet-là. En revanche, sur le sujet de l'emploi, la NDRH est très, très active sur l'emploi, notamment des seniors. Donc là, il y a toute une palette d'emplois à couvrir. Les seniors sont bien là, donc vous nous dites et souhaitent travailler. Parce que ça, c'est un sujet que vous portez bien avant les JO. La question des seniors, un senior, une solution. J'espère moins. Et vous le porterez après. Mais vous dites qu'on pourrait, si on voulait aller un peu plus loin, s'appuyer sur ces seniors qui, pour certains, sont à France Travail pour intégrer ces. Bien sûr que oui, bien sûr. Mais on ne le fait pas aujourd'hui là. On ne le fait pas suffisamment de notre point de vue. Là, vous êtes un peu béat, vous êtes passionné. C'est quoi? C'est le sport de JO plaisir, parce qu'il y a aussi beaucoup de JO bashing, beaucoup de personnes qui considèrent. On est en France. Est-ce que c'est un peu l'esprit français? C'est totalement l'esprit français. C'est totalement l'esprit français, et c'est totalement aussi avant chaque événement majeur qu'on organise en France. Donc voilà. Après, il faut pas faire du scepticisme. Il faut faire du réel sportif. C'est-à-dire qu'on va organiser en France cet été le plus grand événement sportif de la planète depuis un siècle. Ça va être plus haut, plus fort, plus loin. On reprend la devise olympique. Et plus cher pour certains. Mais non, beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. On a des jeux qui... Non, mais je vous challenge un peu. On a des jeux qui ont été tenus parce que le budget, il a dérapé que de 15%, ce qui est rien par rapport aux jeux précédents dans les autres pays. Et uniquement, ça a augmenté du fait de l'inflation. Pas du fait du gonflement des dérapages budgétaires. Non. Donc, d'abord, le budget, il est tenu. Et en plus, on va faire des jeux planétaires inédits, avec 95% des infrastructures qui sont dans des monuments historiques à Paris. C'est vrai. Grand Palais, notamment. L'image que la France va renvoyer dans le monde. Si ça se passe bien. Il va imaginer, je veux dire, l'escrime au Grand Palais, mais c'est magnifique. L'image de la France, le rayonnement de la France à l'international, on ne peut que s'en féliciter. Audrey Richard. Et les entreprises se préparent
pour que cela se passe bien. Mais j'ai quand même le sentiment, parce qu'il y a de la passion chez Marc Landré, parce que je sais que vous aimez le sport, que vous êtes très engagé sur ces sujets, mais j'ai quand même le sentiment que côté NDRH, on est encore un peu dans la salle des machines pour essayer de trouver le bon équilibre, la bonne organisation. C'est pas encore... C'est parce qu'elle est timide. C'est parce qu'Audrey est timide, mais en vérité, elle est très enthousiaste. Pas du tout timide. Mais non, c'est ce que je disais en introduction. La majeure partie des entreprises, des DRH se sont organisées. Mais il reste des entreprises qui sont encore en train de discuter avec les partenaires sociaux, de regarder ce que fait le voisin. Et de regarder ce que fait le voisin, exactement. L'entreprise publique, Voilà. vous l'évoquiez tout à l'heure, dans votre réseau, il y a des... Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Parce qu'il y a aussi des salariés qui disent, attendez, moi le compte n'y est pas, j'ai besoin d'une augmentation. D'ailleurs, on a vu ça commencer par la police. Les policiers ont été augmentés dès qu'ils ont commencé à manifester. Certains réclament à la RATP des augmentations. Comment ça se passe? Il y a quand même cette espèce de poussée sur les salaires? C'est le débat avec les partenaires sociaux. Oui. Et la réponse, elle se trouve dans chaque institution ou chaque entreprise. Et justement, attention à ne pas envoyer des messages globaux pour tout le monde pour demander une mise en application. Aujourd'hui, les entreprises, elles s'organisent très bien avec le dialogue social existant. Et aujourd'hui, tout le monde trouve sa propre réponse. Ouais. Et vraiment, il faut insister là-dessus. Alors, reconnaissons que c'est tentant pour clore que les salariés disent on va profiter de cet événement planétaire et pour que ça se passe bien, on va essayer de négocier un salaire supérieur. Enfin, ils auraient tort de se priver. Voilà. Oui, le rapport de force s'inverse. On le voit sur d'autres sujets, sur les retraites par exemple, avec les contrôleurs aériens, on le voit avec la SNCF. Je veux dire, c'est la période. Donc ils auraient tort de se priver. Maintenant, d'un autre côté, je pense que le problème, il sera beaucoup plus sur la motivation des salariés, sur le règlement de l'absentéisme ou de l'engagement des salariés en interne, parce que rappelons-nous, pendant les Coupes du Monde de football, que ce soit 98 en France ou 2018 en Russie, la Russie à l'époque accueillait une compétition sportive, comment on mobilise les salariés autour d'un événement sportif où la France est très mobilisée. Et bien là, on peut prévoir, par exemple, en entreprise, la retransmission d'un match, d'une manifestation. Créer un événement dans l'entreprise. Voilà. Et par ailleurs, le sport en entreprise. Et c'est et valoriser cette question de l'activité physique. Exactement. Oui, ça peut être aussi quelque chose, après JO, de pouvoir poursuivre ces JO. C'est déjà le cas. Ça se développe de plus en plus quand même. Oui, puis vous savez, dans les JO, un des points importants des JO, c'est l'héritage. En vérité, on commence à réfléchir à des JO sur l'héritage qu'on laissera après, la trace qu'on laissera après. Et l'une des traces d'héritage de ces JO de Paris 2024, c'était le sport dans la société. Et dans la société, il y a les entreprises. Et donc, c'est pour ça que cette réflexion, elle est née il y a très longtemps et elle va se continuer aussi pendant très longtemps. Merci d'être venu nous éclairer sur ce sujet que vous attendez avec une impatience non dissimulée, surtout Marc Landré. Moi, je serai à Châteauroux, je pense. Merci Audrey Richard. Moi, à Paris. Merci. Pas à Châteauroux, à Paris, vous serez à Paris. Et vous serez à Paris, Audrey Richard? Je ne sais pas encore. Vous ne le savez pas encore. Elle ne nous dit rien. C'est pas préparé, Audrey? Merci. Présidente de la NDRH, 6200 membres avec 12 millions de salariés publics, privés et DRH du groupe Canal+. Marc Landré, merci, associé chez SIA Partners. Merci à vous deux. Et puis on fera le bilan, on vous réinvitera en septembre pour voir si vos prévisions, vos prédictions ont été tenues. Et tout de suite, j'accueille mon invité et ses fenêtres sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, un baromètre très instructif sorti par l'autre cercle. Et j'accueille Julien Ami. Bonjour Julien. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, co-porte-parole de l'autre cercle. Vous avez avec vous ce baromètre qui sort tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Donc c'était intéressant de revenir sur ces chiffres. D'abord, un petit mot sur ce premier chiffre, commentons-le. 60% des personnes LGBT+, qui ont été interrogées, se déclarent visibles au travail. C'est plus 10 en 6 ans. En un mot, ça va mieux. Ça veut dire que l'égalité est réelle. Tout à fait. On se rend compte qu'effectivement, la perception des Françaises et des Français qu'on a interrogés dans le cadre de l'enquête est plutôt positive. On a 77% des Françaises et des Français qui considèrent leur employeur comme LGBT-friendly. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils posent un cadre bienveillant pour les personnes LGBT+. Alors c'est vrai que l'acronyme LGBT+, va regrouper beaucoup de choses. On va parler d'orientation affective, on va parler d'identité et d'expression de genre, autant de sujets qui sont des sujets du monde professionnel. Alors nous on a choisi le LGBT+, mais on sait que c'est LGBT+, Q,
et d'autres lettres. Oui, tout à fait. Et on va y C'est un revenir. acronyme très long. Oui. L'acronyme est très long. Quand même, ça va mieux. Des cadres clairs sont posés par l'entreprise et la société, je dirais, les mentalités ont évolué. Néanmoins, 28% des personnes LGBT+, quand même, il faut le préciser, ont été victimes d'au moins une agression LGBT-phobe. C'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Tout à fait, mais même sur la visibilité, en fait, on se rend compte que c'est 60%, donc 6 sur 10, ils ne sont que 49% à être visibles auprès de leur manager, de leur supérieur hiérarchique. Et ça pourrait être assez surprenant, puisque c'est quand même vers eux qu'ils, elles, doivent se tourner pour activer des droits. Et souvent, ils ne le font pas parce que 3 LGBT sur 10 sont victimes d'agressions. Et à la fois les agressions, puis je me rappelle que votre collègue, Madame Crépon, qui était venue sur Tripon sur ce plateau, je l'avais d'ailleurs appelée Crépon, elle va m'en vouloir, évoquait quand même 2 fois, elle va être très sévère, elle expliquait quand même qu'il y avait aussi une censure. Tout à fait. Et des personnes qui n'assumaient pas et qui se cachaient, en fait. Tout à fait. Il y a un phénomène d'autocensure dans le sens où, avant d'être visible au travail, il y a aussi un long chemin d'acceptation personnelle auprès de soi-même, auprès de sa famille, auprès de ses amis. Et c'est vrai que se rendre visible au travail, c'est quelque chose qu'on fait peut-être un peu vers la fin, quand on est vraiment, je dirais, bien dans ses baskets. Et quand on voit qu'aujourd'hui, en 2024, on a encore 3 LGBT sur 10 qui sont victimes d'agressions sur leur lieu de travail, c'est des signaux qui ne sont pas positifs. Agression verbale, hein, Julien. Agression verbale, agression physique, menace d'agression physique. Outing aussi, c'est quand on dit je vais révéler votre orientation affective alors que généralement les personnes ne veulent pas le dire. C'est passible d'amende par la loi. Et pour autant, il y a des gens qui menacent leurs collègues pour leur nuire, avec volonté de nuire. Les queers, les transsexuels, c'est un sujet qui reste dans votre étude, transgenre, un sujet sensible. Là aussi, c'est quoi? C'est l'entreprise n'a pas fixé un cadre suffisamment clair. Il y a une difficulté aussi d'appréhension. Comment c'est vécu dans cette... Il y a plein de facteurs, en fait. On se rend compte que sur les sujets d'orientation affective, donc l'homosexualité, la bisexualité, c'est des sujets il y a eu une vraie évolution réglementaire ces dernières années. Donc ça devient, je ne vais pas dire un non-sujet, mais presque. Il n'y a que 6% des Françaises et des Français qui sont mal à l'aise face à un coming out homosexuel. Donc c'est plutôt positif. Par contre, quand on regarde un coming out transgenre ou non-binaire, on est aujourd'hui à 21% de personnes mal à l'aise. Et donc, nous, on milite pour justement poser un cadre qui soit inclusif, qui soit bienveillant, qui permet aussi d'accompagner les personnes et les équipes qui sont touchées par ce qu'on appelle une transition, un collaborateur, une collaboratrice qui est long, lourd. Oui, c'est pas forcément long et lourd si c'est bien fait en fait. L'important c'est de répondre aux questions, de lever les freins, beaucoup de pédagogie et de sensibilisation parce qu'au final il y a beaucoup de non-connaissance du sujet et donc quand un sujet n'est pas bien connu, forcément en face on peut être un petit peu surpris et un peu... Non, je disais lourd parce que ça nécessite des absences, il y a quand même parfois des opérations, il y a des... Ça dépend, donc, ça dépend. En fait chaque personne va avoir son propre parcours de transition, on va avoir ce qu'on appelle de la transition sociale où on va changer son prénom et pas forcément son apparence. Et effectivement, il y a d'autres personnes qui vont aller jusqu'à des opérations et pas. Mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Merci Julien Amy. Lisez cette étude d'abord, elle est biannuelle, c'est-à-dire une fois tous les 2 ans. Elle est très très riche, très documentée et elle est portée par l'autre cercle. Et nous accueillons Julien Amy, co-porte-parole avec Madame Tripon. Tout à fait. C'est un cadeau pour vous. Merci beaucoup. Je le prends et je vais le décortiquer un peu plus encore. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous. Merci de votre fidélité évidemment et de vos messages, de vos réactions. Et puis je vous retrouve évidemment très prochainement pour un prochain numéro de Smart Job. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.